L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur un sujet prévu au planning, mais c'est comme ça, à l'approche de la deadline, les choses s'affolent. Là, vous connaissez, comme à chaque fois qu'il y a un gros trade qui tombe, je vais essayer de vous faire un hot react, une réaction à chaud, parce que là, une bombe est tombée et je voulais justement vous donner mon avis le plus vite possible. Là, j'ai speedé au réveil, ça se voit, j'ai encore une gueule de déterré, je me suis même pas lavé les dents, heureusement que vous avez pas les odeurs, mais c'est comme ça, je veux être réactif. Parce que ouais, cette histoire, elle a gonflé à vitesse grand V sur les dernières 24 heures. La rumeur est montée en flèche, on l'a vu tout hier et rapidement ça s'est transformé en transfert officiel. Cette rumeur, je l'ai vue popper à un moment super intriguant, dans la nuit de lundi à mardi, alors que j'étais posé sur mon canapé en plein match entre les Clippers et les Sixers, j'étais à fond. Et je vais le dire, cette rumeur, je l'ai direct trouvée sensée, et je me suis tout de suite dit que ça pouvait très rapidement se concrétiser. On parle d'un échange d'arrière All-Star qui peut clairement modifier le narratif des deux teams concernés. Au cas où vous n'ayez pas encore compris, on parle bien évidemment du transfert entre Darius Garland qui arrive aux Clippers contre James Harden qui lui arrive aux Cavaliers. Maintenant bien sûr, comme c'est un hot react, je pense que vous comprenez. Ce sujet, vous n'avez pas pu le choisir sur Instagram comme je fais à mon habitude. Par contre, si vous ne le savez pas, si vous voulez choisir les prochains thèmes de mes vidéos, rejoignez-moi là-bas, c'est important. Sur Insta, je mets des sondages régulièrement et on y construit la ligne éditoriale de la chaîne ensemble, donc si ce n'est pas encore fait, venez vous abonner sur mon compte. Puis évidemment, pensez aussi à vous abonner sur YouTube, tant qu'à faire, tant qu'on est dans les formalités. Là, avec la deadline, tout peut absolument partir dans tous les sens, et si vous êtes abonné, vous ne louperez rien quand l'actu brûle comme c'est le cas aujourd'hui. Surtout que je vous le dis comme ça, c'est un petit pressentiment, j'ai l'impression que je vais être très actif cette semaine. Mais bref, pour revenir à cette vidéo, on va faire simple, on va remettre le trade dans l'ordre, on va regarder ce que ça implique pour les deux équipes, et surtout, on va répondre aux questions que j'essaie de me poser en ce moment. Et la principale, elle est là. Est-ce que les Cavaliers ont fait une énorme erreur en échangeant James Harden contre Darius Garland? Allez, installez-vous bien, on respire, on branche le cerveau, on prend un petit café, nous on lance ça tout de suite. Ok la team, là on vient de vivre un trade qui pousse forcément à réfléchir. Ce genre de transfert, on a une première idée, un aperçu, puis en creusant un peu, on se rend compte que finalement la situation est plus complexe que ce qu'on attendait. Oui, les Cavs et les Clippers viennent de faire un swap qui peut faire parler. James Harden part à Cleveland, Darius Garland fait le chemin inverse vers Los Angeles avec un deuxième tour de draft 2026. Et c'est ça qui est fou, un vétéran de 36 ans contre un garde de 26 ans déjà double All-Star. Rien que l'écart d'âge, ça te raconte un truc qui pousse à comprendre les raisons de chacun. Et là on va pas se mentir, c'est un petit peu lunaire, il y a encore 48 heures, personne n'imaginait ce genre de scénario. Côté Cleveland, on récupère Harden, 36 ans, 11 fois All-Star, ancien MVP, et actuellement en train de pondre une grosse saison, une de plus. Il cumule autour de 25 points, 8 passes et presque 5 rebonds avec de grosses minutes à LA. Donc on n'est pas sur un Harden en fin de course, je suis désolé. Là il porte le ballon, il crée, il organise, et il a de l'XP, vu que Cleveland devient déjà sa 6ème équipe NBA en carrière. Et quand on voit ça, le premier truc qu'on se dit côté Cleveland, c'est qu'ils veulent gagner, là, maintenant, tout de suite. Côté Clippers, on récupère Darius Garland, 26 ans, 2 fois All-Star, un profil plus jeune et pour le plus long terme. Cette saison, il compile autour de 18 points et 7 passes, mais il a peu joué car gêné physiquement depuis mi-janvier. C'est un peu l'histoire de sa carrière, et surtout, c'est pas juste un intérim sa venue, il est sous contrat jusqu'en 2028, donc les Clippers ne recrutent pas juste un joueur, ils changent de trajectoire future. Et là, vous captez le délire, les deux équipes, avec ce trade, n'envisagent pas du tout la même timeline. Ouais, Harden est sur un deal plus court avec une option joueur cet été et il a dû valider la destination Cleveland avant que tout le monde signe. Il avait manqué les 2 derniers matchs des Clippers pour raisons personnelles quand les rumeurs ont explosé. Aujourd'hui, on comprend pourquoi. Et ce qui rend le truc encore plus ouf, c'est que les Cavs et les Clippers s'affronteront à Inglewood dès ce soir. Donc potentiellement, tu changes de vestiaire et tu joues ton ancienne équipe dans la foulée. Je trouve ça hallucinant, mais à force, je le sais, c'est ça la NBA. Et forcément, la question, elle arrive toute seule. Est-ce que les Cavaliers viennent de réaliser un gros coup ou alors est-ce qu'ils ont paniqué et ils se sont précipités ? Ça, on va y répondre, mais avant, je veux plutôt étudier la situation des Clippers, parce que mine de rien, eux aussi, ils ont bouleversé leurs objectifs. Déjà, leur contexte est simple, les Clippers sont actuellement 9ème à l'ouest, en course pour le play-in, malgré un début catastrophique à 6 victoires pour 21 défaites. Depuis, ils ont retrouvé une dynamique, mais l'équipe est ultra âgée, et la fenêtre est fragile, et surtout, Harden arrivait en fin de contrat, donc l'idée, côté front office, je pense que c'était de se protéger, éviter de le perdre pour rien, et transformer cette fin de cycle en un truc plus jeune et plus facile à projeter. Parce que ouais, l'idée principale, à mon avis, c'était surtout de reprendre le contrôle sur leur avenir et sur leurs finances.
Garland c'est exactement ça, il a 26 ans, il a déjà été All-Star 2 fois, donc c'est pas qu'un ticket de loto. Quand il est bien physiquement, il t'apporte de la vitesse, du tir, du jeu en mouvement, et le truc que tout le monde va voir en premier, c'est le pick and roll avec Zubac. Garland en porteur, Zubac en poseur d'écran, et derrière tout se fluidifie, ça compense le départ du barbu. Soit tu prends le tir, soit tu serres, soit tu trouves le corner. Les Clippers ont l'habitude de jouer comme ça. Sans Harden, il leur fallait un mec qui te remet un minimum d'ordre au poste 1, et Garland peut le faire. C'est là qu'à mes yeux, on touche vraiment à la réelle intention qu'ont voulu poursuivre les Clippers. Ce trade, c'est leur façon de préparer la suite sans appuyer totalement sur le bouton reset, parce que les Clippers, sur les prochaines années, franchement, c'était un peu le brouillard. Des contrats courts partout, et une histoire qui dépend trop de la santé de Kawhi. Là, avec Garland, ils récupèrent un joueur jeune que tu peux garder ou que tu peux bouger plus tard si tu dois changer de trajectoire. Puis en bonus, ils prennent un deuxième tour 2026, même si dans cette histoire, c'est un peu anecdotique. Ceci dit, faut pas faire semblant que dans cette histoire, tout est parfait. Pour cette venue, et pour penser au futur, bien sûr, il y a un prix. Le prix, c'est le contrat de Garland et surtout sa santé. Il est payé comme une star et cette saison, il a très peu joué avec des problèmes aux pieds qui ont tendance à revenir un peu trop souvent. Quand t'es un petit meneur comme lui, ce genre de blessure, c'est vite cruel. Si tu perds un tant soit peu de vitesse, t'es plus le même gars sur le terrain, donc c'est un vrai pari. Soit il revient bien et t'as un All-Star en début de prime, soit ça traîne et là t'as un contrat lourd sur les bras pour l'avenir, le risque est réel. Et il y a une deuxième limite aussi, cette fois-ci sur le terrain, dont j'ai également envie de parler. Garland, offensivement, il y a rien à dire, il est bon, un meneur comme lui, ça remet du rythme, ça bouge, ça fait bouger les autres, ça tire en pull-up, et par rapport à Harden, t'es moins dépendant d'un seul mec qui tient la balle pendant 20 secondes. Par contre, défensivement, tu vas pas pouvoir faire semblant que c'est un crack, il faudra le planquer un peu. Kawhi et Zubac vont encore devoir faire le sale boulot, et il faudra des chiens au périmètre autour de lui pour compenser sa présence. Donc pour résumer, pour les Clippers, j'arrive vraiment à comprendre la logique de ce trade, mais il y a quand même des questions auxquelles l'avenir va devoir répondre. Ils acceptent un petit downgrade à court terme et ils transforment un Harden en fin de cycle en un All-Star de 26 ans sous contrôle pendant plusieurs années. Why not? Ça leur redonne une direction. Par contre, en échange, ils prennent un risque très réel, payer très cher un meneur qui doit retrouver sa santé et son explosivité. Alors est-ce qu'ils viennent de sécuriser leur prochain chapitre ou est-ce qu'ils viennent juste de s'acheter un futur toujours incertain? Pour l'instant, j'ai pas la réponse, ça dépendra trop de la santé de Garland et ça je peux pas l'anticiper, seul le temps nous apportera des pistes. N'empêche que c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui, j'arrive à comprendre pourquoi, dans ce deal, les Clips sont appuyés sur la gâchette. Présenté comme ça, échanger un All-Star de 26 ans contre un autre de 36, ça sonne comme une décision prise sous le coup de la panique. Mais les Cavs, eux, ils ont une logique bien froide. Garland, en 7 ans, il n'a passé la barre des 70 matchs qu'une seule fois, et cette saison ne s'annonce pas meilleure du point de vue de la santé. Donc les Cavaliers ne bougent pas juste un joueur, ils gomment un doute. Est-ce que tu peux vraiment compter sur Garland quand ça compte? Et je pense qu'avant de valider le deal, les dirigeants ont sorti bien fort la calculette. Parce que Cleveland aujourd'hui c'est une équipe construite pour gagner maintenant mais plus ou moins coincée financièrement. Les Cavs sont déjà bien hauts dans les taxes et ils voient le mur arriver. Evan Mobley vient de toucher un contrat max, Jarrett Allen devient bientôt plus cher avec son extension qui arrive, et Donovan Mitchell, c'est le visage du projet, mais tu sais qu'à terme il faudra le payer encore plus lourd pour le satisfaire. Donc garder Garland sur un contrat max qui court encore sur plusieurs saisons avec une extension possible dans pas longtemps, c'est le genre de truc qui peut te bloquer tout le roster. En gros, les Cavs ont regardé leur salary cap en se disant un truc concret, si on ne touche pas à l'effectif, on va se retrouver coincé, et si Garland se répète, on va se retrouver dans le fossé. C'est là que pour eux, Harden devient une option presque logique en fait. Parce que Harden, aussi paradoxal que ça paraisse, c'est le choix du court terme qui peut aussi offrir une sortie plus cohérente financièrement. Déjà sportivement on l'a dit, il est sur une grosse saison individuelle, mais surtout, il a beau être plus vieux, de manière globale, il est plus disponible que Garland. Il peut être le moteur d'une attaque, il a l'habitude de porter la création, sur le papier c'est pas mal. Ça veut dire que Donovan Mitchell n'est plus obligé de tout porter tout le temps, et quand il souffle, il y a enfin un plan B. Harden va jouer le rôle de batterie externe, et l'associer à des intérieurs comme Mobley et Allen, ça fait kiffer. Harden, c'est un mec qui sait créer des tirs faciles pour les grands, et c'est super hypant. C'est ça que je retiens, Cleveland s'est offert un petit peu plus de certitude du point de vue financier tout en essayant de capitaliser sur le présent. Et sur le terrain, niveau fit, niveau intégration, ces Cavaliers, dans les prochaines semaines, ça va être fascinant à observer. Harden et Mitchell aiment porter le ballon, ils aiment contrôler, donc l'idée c'est pas de les coller 40 minutes ensemble à se marcher dessus. Le plus logique c'est de les associer de temps en temps, mais surtout de constamment en avoir au moins un sur le terrain pour assurer 48 minutes de création fiable. Par contre, quand ils joueront ensemble, il faudra trouver un équilibre. Mitchell devra jouer plus souvent sans ballon, car Harden ne sait pas faire. Le barbu, lui, se concentrera davantage sur l'organisation. Et je me dis que c'est ça vraiment que les Cavs voulaient, un deuxième cerveau plus qu'un autre deuxième scoreur. Puis dit comme ça, tous ces éléments laissent penser que c'est un vrai bon coup, mais on va pas se mentir, j'ai quand même quelques doutes. La première limite pour Kenny Atkinson, ça va être la défense sur les lignes arrière. Harden et Mitchell, ça va se faire cibler. Tu peux cacher Harden parce qu'il est grand et costaud, et tu as Mobley et Allen derrière pour nettoyer et dépanner. Mais si une équipe te harcèle en pick and roll sur une série de playoffs, il faudra être irréprochable. Keon Ellis, spécialiste de la défense tout juste arrivé en provenance de Sacramento, va avoir un sacré taf de ce côté-là du terrain.
Surtout que ma deuxième limite, elle pique sûrement encore plus. Je vais être cash, Harden en playoff, quand ça compte, dans les matchs 7 par exemple, j'ai de plus en plus de doutes. Il y a qu'à voir les hauts et les bas qu'il a connus avec les Sixers pour se rendre compte de ça. S'il continue à s'éteindre dans les pires moments, Cleveland va connaître de vrais soucis au printemps prochain, et ça me fait peur. Et puis il y a aussi évidemment la dimension contrat qui mériterait presque une vidéo à elle seule. On l'a dit, Harden est sur un deal plus court avec une option joueur en fin de saison, et l'intérêt pour Cleveland, c'est qu'ils ne s'attachent pas les mains sur les 4 ou 5 prochaines années. S'ils estiment que ça ne marche pas, Harden, ils le laissent partir à SAP et se donnent de l'air du point de vue des finances. Mais la vraie question, elle est énorme. Est-ce qu'ils l'ont pris pour un all-in court ou avec l'idée de le prolonger? Parce que prolonger Harden à bientôt 37 ans, ça peut te sauver maintenant, mais te hanter après pendant très longtemps. Du coup, si je résume côté Cavs, j'ai l'impression que c'est un move surtout fait en urgence, mais aussi un move un minimum calculé du point de vue des finances et des taxes. Cleveland se sépare d'un joueur plus jeune parce qu'il ne croyait pas à sa fiabilité d'un point de vue physique et il ne voulait pas payer son contrat sur la durée. En échange, il récupère Harden pour augmenter le plafond offensif tout de suite, soulager Mitchell et donner des tirs faciles à Mobley et Allen. Mais tout repose sur deux trucs. Est-ce que l'alchimie Harden-Mitchell va fonctionner et est-ce que Harden peut se surpasser ou au moins maintenir son niveau de saison en playoff? Bref, même si ça va vite parce que c'est un hot react, maintenant j'ai l'impression qu'on a au moins bien survolé, bien étudié un petit peu tout ce que ça impliquait des deux côtés, et du côté des deux franchises impliquées dans ce deal, mais maintenant va falloir trancher. Est-ce que ce trade est équitable? C'est la grosse question, et ma réponse c'est à voir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'arrive à comprendre les deux dynamiques. Cleveland récupère clairement le meilleur joueur à l'instant T. Harden, c'est plus de création, plus de contrôle, plus de points garantis soir après soir. Les Clippers, eux, récupèrent le meilleur pari. Garland est 10 ans plus jeune, sous contrat plus longtemps, et ça leur redonne une direction future. Donc on n'est pas sur un swap où on peut dire que quelqu'un s'est fait voler, c'est plutôt un échange de priorités. Les Cavs achètent du présent, les Clippers achètent du futur, avec un gros risque médical au milieu. Et du coup, pour répondre à la question du jour, est-ce que les Cavaliers progressent immédiatement avec Harden à la création? Pour moi, oui, mais peut-être pas autant que certains pourraient le penser au premier abord, on n'est pas sur NBA 2K. Offensivement, ok, ça progresse tout de suite, Harden arrive en mode chef d'orchestre et peut tenir une attaque tout seul quand Mitchell souffle. Rien que ça, sur une série de playoffs, ça compte énormément. Et puis, il y a un truc très simple, avec Harden, les intérieurs auront plus de dunk, plus de lay-up easy, parce que Harden sait manipuler les défenses et trouver les bigs dans les bons timings. Donc oui, avec le barbu, Cleveland progresse en attaque, surtout lors des minutes sans Mitchell. Le truc, c'est que progresser ne veut pas forcément dire immédiatement devenir favori, ne serait-ce qu'à l'Est, et c'est là que j'ai le plus de doutes. Parce que si on parle de titre, le plafond dépend de la défense et de l'alchimie. Harden plus Mitchell, c'est du scoring, de la création, du star power, mais c'est aussi deux arrières que les attaques adverses vont vouloir cibler. En playoff, tout le monde chasse les mauvais match-up, tout le monde force des switches, tout le monde joue sur les points faibles. Si tes deux arrières se font attaquer en boucle, Mobley et Allen peuvent couvrir beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas éteindre tous les incendies. Surtout que Cleveland a déjà bougé d'autres pièces récemment, avec les venues de Schroeder et Ellis, donc l'équilibre global est encore en chantier. C'est exactement pour ça que malgré le côté bling-bling de ce trade, je ne pense pas que les Cavaliers deviennent automatiquement favoris à l'Est. Surtout que Boston, on va probablement en parler bientôt, c'est super renforcé également. Alors ouais, par contre, Cleveland pourrait encore se renforcer d'ici demain soir, c'est sûr, on parle déjà d'un départ de Lonzo Ball, mais d'autres équipes à l'Est, elles aussi, pourraient tenter de faire des all-in. C'est pour ça que cette deadline est passionnante, mais à l'heure actuelle, pour les Cavaliers, je ne vois pas la route vers la finale si aisée que ça pour le moment. Alors si je dois trancher tout de suite maintenant à chaud, je penche légèrement pour les Clippers gagnants, mais plus pour la logique de la franchise à long terme que sur le présent et sur le terrain tout de suite. Ils ont transformé un Harden en fin de cycle contre un joueur plus jeune, un All-Star qui peut leur servir de socle à l'avenir malgré ses soucis de santé, et ça au vu de leur situation je trouve ça plutôt propre. Les Cavaliers, eux, ont pris la voie la plus agressive. Ils se donnent une chance immédiate, mais ils prennent un pari plus instable, parce que le moindre problème d'alchimie, le moindre trou d'air défensif, et tu te retrouves avec une équipe qui peut vite montrer ses limites. Si ça ne fonctionne pas, ok, tu peux laisser partir le barbu, mais après tu fais quoi concrètement? Les Cavs attaquent mieux tout de suite, oui, mais ils doivent prouver qu'ils défendent assez fort et qu'ils sont assez soudés pour aller au bout. Et là-dessus, sur ces deux points, il pourrait y avoir un gros chantier d'ici avril. Mais maintenant la team, je veux votre avis, la question je vous la pose franchement, vous le voyez comment ce trade? Est-ce que c'est du win-win, du lose-lose, ou alors il y a une équipe qui sort grand gagnant? Est-ce que Cleveland progresse vraiment au point de jouer le titre, ou alors est-ce que pour vous ça sent vraiment la bouillabaisse la venue du barbu? Dites-moi tout ça en commentaire, je veux connaître absolument toutes vos analyses, toutes vos takes. Puis pour finir, je vous le répète, pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien manquer des événements des prochains jours. Puis pareil, boostez cette vidéo avec la nouvelle fonctionnalité YouTube si celle-ci vous a plu, ça fait vraiment la diff. Pour ça, je compte fort sur vous l'équipe, et spoiler, il y a de grandes chances qu'on se revoie très vite si la NBA continue à s'enflammer comme ça.